Bienvenue dans le Rex de la formation en ligne. Ici, pas de promotion, pas de vente, pas de success story maquillée, mais un vrai partage d'expérience. Je suis Mylène Henrat et dans ce podcast, chaîne YouTube, je documente tout. Mes réussites, mes outils, mes apprentissages, mais aussi mes erreurs, mes doutes et ces moments où le moral vacille. Alors si tu veux suivre mon parcours entrepreneurial sans filtre et voir l'envers du décor de la création d'une formation en ligne, tu es au bon endroit. Premier épisode dédié au démarrage, aux premières actions que j'ai menées. Donc le tout début, c'est comment je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat et quelles ont été mes premières actions pour ne pas me mettre en difficulté et bénéficier pendant quelques temps des aides de l'État. Donc ce que j'ai fait, j'ai d'abord commencé par en parler à mon entreprise suffisamment tôt pour qu'il se crée un climat de confiance et puis qu'on aborde les choses sereinement et qu'on ne soit pas dans l'urgence. Ce qui m'a permis d'essayer de regarder différentes approches de départ possibles. J'ai d'abord commencé par leur proposer une rupture conventionnelle qui a été refusée parce que pas dans les accords de l'entreprise et que s'ils me l'autorisaient pour moi, potentiellement ça a ouvert la porte à un certain nombre d'autres profils qui étaient peut-être moins méritants mais pour lesquels ça pouvait générer des inégalités. Et donc, lorsque cette option a été refusée, il m'a fallu trouver des autres alternatives. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait se faire sur Internet. J'ai essayé de creuser, moi, par rapport à mon cas personnel, ce qui pouvait être le plus intéressant. Et c'est avéré que du coup, j'ai demandé à bénéficier d'un préavis non réalisé payé, ce qui signifiait que du coup, je bénéficiais de 3 mois à toucher mon salaire de manière à pouvoir lancer en parallèle mon entreprise. J'ai donc démissionné en me mettant d'accord avec mon employeur sur ma date de sortie de l'entreprise, mais pas de sortie des effectifs qui, elle, intervenait 3 mois plus tard. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai pu vraiment travailler mon dossier pour regarder comment je pouvais bénéficier des aides de l'État. Et j'ai donc mis ces 3 mois à profit pour monter un dossier auprès de Transition Pro, et là en l'occurrence Transition Pro Occitanie, qui permet de faire reconnaître son projet comme réel et valable auprès de Pôle emploi de manière à pouvoir bénéficier de ces allocations France Travail pendant 18 mois à partir du moment de la création de son entreprise et ce, peu importe les modalités de départ dans l'entreprise, si c'était une démission ou autre, je touche immédiatement mes allocations. Et donc ce dossier, en quoi ça consiste? J'ai d'abord eu un entretien avec une personne en l'occurrence via l'APEC, qui m'a conseillé sur la réalisation du dossier, comment il fallait procéder, ce qu'il fallait mettre dedans. Et donc ensuite, j'ai construit l'intégralité de ce dossier qui comprenait du coup une étude de marché que j'avais finalement partiellement faite avant en me renseignant sur l'endroit où nous allions habiter, quelles étaient les opportunités et ce qui avait finalement drivé mon projet. Donc il a fallu que je reprenne toutes ces données, que je l'alimente un petit peu plus de manière à pouvoir créer mon étude de marché complète. Et ensuite, ce dossier consiste à venir décrire finalement quel est notre projet dans la globalité, qu'est-ce qu'on ambitionne de faire en termes de communication, en termes de lancement, de financement et quel est notre prévisionnel à 3 ans. Pour le prévisionnel, j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce que mon conjoint à ce moment-là avait encore une société. Et donc il avait un expert comptable qui m'a consacré 1 heure de manière à pouvoir construire un prévisionnel sur les 3 premières années. Par contre, sachez que ce rendez-vous comptable, il peut également être financé, mais par contre, vous n'avez accès qu'à une petite liste de professionnels auxquels vous pouvez vous référer. Mais vous pourrez derrière être remboursé de la prestation. Et donc mon projet, une fois que je l'avais terminé, je l'ai donc téléchargé, soumis sous la plateforme de Transition Pro. Il y a un certain nombre de dates, donc on ne peut pas le faire n'importe quand. Il y a des dates en fait où ils viennent rebalayer l'intégralité des projets. Donc je crois que ça doit être 1 fois par mois, quelque chose comme ça. Et donc je suis venue l'intégrer, si je dis pas de bêtises, au mois de novembre. Et donc ensuite le dossier est analysé et on reçoit un verdict 1 mois plus tard avec l'acceptation ou non de notre dossier. Et donc j'ai reçu au bout d'1 mois mon petit papier qui disait que mon projet avait été jugé comme réel et viable et donc j'ai obtenu un petit certificat à remettre derrière à France Travail pour pouvoir démarrer les droits dès la fin du contrat de travail. Donc avec ça, ma première étape, qui était le manque de revenus potentiels, était sécurisée. J'allais pouvoir bénéficier des allocations France Travail pendant 18 mois. Et donc ça, c'était quand même un vrai soulagement parce que ça permet de se lancer dans des meilleures conditions et sans stresser.
Donc ensuite, j'ai lancé la démarche officiellement de création d'entreprise. Et donc là, je ne suis pas forcément la meilleure personne pour vous conseiller sur les différents statuts pour lesquels vous pouvez opter. Moi, j'ai fait appel à un expert comptable. On a échangé sur les modalités de mon activité, c'est-à-dire le type de prestation que j'ai envisagé de donner. Et donc à l'époque, mon présentiel était censé être supérieur au distanciel. On a également regardé quels étaient les principes de couverture, d'imposition que je voulais avoir pour moi à titre individuel. Et donc nous sommes partis sur une EURL et non pas une micro-entreprise. L'EURL m'a nécessité du coup de déposer un capital de départ. Pour le coup, j'ai choisi pour être un minimum crédible de mettre 1 500 € de capital de départ. Et ensuite, chaque mois, il faut compter les frais comptables associés au traitement de la facturation, de l'administratif, etc. Et donc moi, mes frais comptables, ils étaient de l'ordre de 167 € par mois. Donc clairement, mis tout ça bout à bout, ça faisait un package aux alentours des 3 500 €. Et avec le recul, je me dis que ces 3 500 €, j'aurais pu les investir différemment ma première année, plutôt que de les mettre finalement dans du fonds perdu, là où de la trésorerie m'aurait aidé à amener un certain nombre de projets. Après, quand j'ai lancé ma structure, je pense que je me suis fait un peu influencer par le fait d'aller consulter un expert comptable, qui forcément pour lui avait beaucoup plus d'intérêt à ce que j'ouvre une société en tant que telle plutôt que je souscrive à une micro-entreprise qui passait hors de son radar. Et puis aussi, je pense que j'ai été un peu influencée par mon mari, qui lui avait une SASU à l'époque et donc qui faisait appel à son comptable pour la gestion administrative et qui est une société qui faisait pas du tout les mêmes typologies de services que moi, puisqu'il était dans le transport routier. Et donc entre mon rendez-vous avec l'expert comptable, l'image, ou je dirais la transposition de la société de mon mari, et puis aussi, il ne faut pas se leurrer, le fait que de faire appel à un comptable, c'est rassurant, parce qu'on se dit qu'au niveau administratif et légal, on ne loupera rien, parce que le comptable, il sera là pour nous rappeler les échéances principales, et surtout la première année. Et il sera là également pour nous guider dans les démarches administratives sur comment on remplit les documents, où est-ce qu'on les envoie, où est-ce qu'on les dépose. Ils peuvent même le faire à notre place dans certains cas de figure si on leur fournit les mots de passe. Et puis il y a aussi toute la partie facturation qui est intéressante, avec mise à disposition d'un logiciel de facturation. Mais bon, c'est pas pour les 4-5 factures qu'on fait la première année que ça va changer la face du monde, mais on a quand même ce côté rassurant de passer par un professionnel et d'éviter la pénalité, je dirais, légale qui pourrait nous tomber dessus si on fait quelque chose qui rentre pas dans les clous. Et donc pour en revenir à notre cadencement de toutes ces étapes, j'ai réalisé mon dossier Transition Pro au mois de novembre, j'ai eu ma réponse début décembre, j'ai du coup lancé dans la foulée la création des statuts de mon entreprise, donné le capital de départ, ouvert un compte en banque spécial pour mon entreprise. Et donc j'ai officiellement démarré mon activité le 14 février. Donc vous voyez, il faut compter novembre, décembre, janvier, février, on va dire à peu près 3 mois pour lancer l'intégralité de tout ça. Ce que j'ai fait également en parallèle de ces 3 mois, c'est que j'ai commencé à parler autour de moi de ce que j'allais faire. Donc je me suis pour ça bien sûr exprimée sur les réseaux sociaux et en particulier LinkedIn, qui me semblait être le réseau le plus professionnel de tous les réseaux. Et j'ai commencé aussi à envoyer des messages à mon réseau physique, c'est-à-dire mes anciens collègues, mes collègues de promotion, donc les personnes avec qui j'étais allée à l'école et qui sont aussi potentiellement un petit peu dans les domaines d'activité que je pourrais toucher. Et puis j'ai prospecté en regardant les entreprises locales en Guadeloupe, où est-ce qu'elles étaient. J'ai essayé de récupérer des contacts et je leur ai envoyé des petits questionnaires de validation de mon offre pour savoir si ce que je comptais proposer était en adéquation avec leurs besoins. Et voilà, et donc j'ai commencé à parler autour de moi un maximum pour que les gens aient en tête que je changeais d'activité. Je vais pas vous mentir, dans la prospection, on a assez peu de réponses. J'ai eu des messages hyper encourageants de mes anciens collègues de promotion d'école qui m'ont envoyé beaucoup de soutien, qui m'ont aussi répondu sur le fait que par moment, ils avaient déjà des prestataires avec qui ils faisaient appel. Mais en tout cas, j'ai eu pas mal de réponses et donc ça m'a fait chaud au cœur. En revanche, quand j'ai démarché des entreprises locales en Guadeloupe, j'ai eu des réponses gentiment par email. J'ai d'abord trouvé les gens accueillants parce que sur LinkedIn, ils répondaient plus facilement
que des profils de métropole. Par contre, quand je suis rentrée dans le vif du sujet, à envoyer des questionnaires pour valider mon offre, là, j'ai eu beaucoup moins de réponses et donc ça a été beaucoup plus difficile de venir tester et confirmer que je partais dans le droit chemin. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, il fallait quand même se lancer pour pouvoir avancer et valider que ce qu'on propose était bien en adéquation avec les attentes. Et donc, j'ai officiellement lancé mon offre. Je l'ai fait en présentiel, en créant un support de communication que je pouvais donner à des entreprises locales sur la typologie des prestations que je pouvais proposer. Et donc, ce document, c'était finalement un petit feuillet qui reprenait les grandes thématiques et que je pouvais laisser partout où je passais. Et pour mon offre en distanciel, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit un bêta-test à tester avec des apprenants volontaires. Et je vous partagerai tout ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire. Ça m'aide énormément à continuer de partager cette aventure avec vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn et Instagram pour d'autres formats de partage. Et sinon, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, persévérez, expérimentez et surtout, prenez plaisir dans votre aventure. À très vite!